Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je vais avoir le plaisir d'animer, de modérer ces débats avec votre participation, je l'espère. Et sans plus tarder, nous commençons. Je vais passer la parole au député En Marche des Côtes-d'Armor, monsieur le député Éric Bothorel. Je vous laisse ouvrir ce colloque, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, moi, je m'associe aux remerciements. RM Conseil a remercié les députés et les ministres et celles et ceux qui participent à ces forums. Et moi, je veux remercier à mon tour RM Conseil et l'ensemble des organisateurs pour la tenue de cette matinée de débat qui permettront de faire le point sur les dernières avancées réglementaires et économiques qui concernent l'écosystème blockchain et de tracer des perspectives d'avenir pour consolider la position de la France dans la compétition mondiale, et je vais y revenir. Cela n'aura échappé à personne. Les autorités françaises ont entendu se placer aux avant-postes de la promotion et le soutien des technologies blockchain. Nous sommes pleinement convaincus du potentiel de ces technologies dans le développement de nouveaux services et usages innovants, dans la transformation de l'économie et des échanges à l'heure du numérique. Certains parlent d'un Internet 4.0 ou bien d'un Internet de la valeur pour qualifier le monde qui nous attend lorsque les blockchains seront passés à l'échelle. Il faut les prendre, de mon point de vue, au mot. Il s'agit bien d'une technologie de rupture qui permettra à toute représentation numérique de valeur, qu'elle soit monétaire, un titre de propriété ou bien la possibilité d'accéder à un service, de changer demain sans tiers de confiance. Cela n'aura échappé aussi à aucun observateur avisé. Le paysage français, européen et international a connu de profonds bouleversements depuis la chute des cours fin 2017-2018. Et ce n'est pas uniquement le cas parce que le Bitcoin a franchi la barre des 9 000 $ ce week-end. Les développements sont techniques, commerciaux et institutionnels. De plus en plus d'acteurs prennent les technologies blockchain au sérieux et y investissent du temps et de l'argent, qu'il s'agisse d'institutions financières, initialement très rétives, je peux citer JP Morgan, d'entreprises numériques, comment ne pas citer Facebook aujourd'hui, ou bien d'entreprises plus traditionnelles qui veulent faire la transparence sur leur supply chain. Je pense notamment à Carrefour. Pour rester dans la course et la compétition, ne pas nous voir imposer les standards et garder une maîtrise sur nos futurs choix technologiques, il nous faut alors attirer un maximum de projets sur notre territoire. C'est dans cette direction qu'ont convergé tous les efforts depuis plus d'1 an, qu'il s'agisse des rapports de mes collègues, Pierre Persson, Laure Delaraudière, Jean-Michel Miss, et je tiens aussi à remercier et associer à ces travaux ma collègue Christine Hédion et mon autre collègue Valéria Formuntian, très active. Je crois qu'on nous a qualifiés avec un label de crypto-député, je ne sais pas si c'est encombrant, en tout cas on vit avec depuis 1 an. Ou bien du travail parlementaire auquel nous nous sommes livrés dans le cadre de la loi Pacte et du budget 2019, je viens de m'y arrêter. Nous pouvons désormais nous féliciter, je crois, de disposer d'un cadre réglementaire parmi les plus attractifs sur les technologies blockchain. Vous aurez l'occasion, j'imagine, dans l'occasion des différentes tables rondes, d'y revenir, de le critiquer, de le promouvoir et de faire en sorte que nous puissions encore progresser, car nous aurons d'autres rendez-vous dans l'avenir. En tout cas, nous pouvons également nous féliciter que le gouvernement ait récemment adopté une feuille de route ambitieuse qui vise à diffuser l'usage des blockchains dans tous les secteurs de notre économie. Je fais ici le vœu que chacun d'entre vous puissiez vous mobiliser afin d'en faire un véritable succès collectif. Je suis certain que les débats de ce matin s'inscriront pleinement dans cette dynamique. Et vous aurez l'occasion d'évoquer lors de la première table ronde le sujet de la blockchain de la confiance. Alors il y a plusieurs manières d'aborder ce sujet. Les protocoles blockchain sont trustless, du moins pour les blockchains publiques. Elles entendent résoudre le problème de la confiance de par leur architecture même et leur modèle de gouvernance. En alignant les incitations économiques de tous les participants au réseau et en leur faisant supporter un coût prohibitif s'ils méconnaissent les règles du jeu ou adoptent des comportements non coopératifs, elles permettent un partage et un contrôle mutuel de la capacité de validation entre une multitude d'utilisateurs. Mais aussi, l'écosystème et les technologies sont encore jeunes et il existe encore un certain nombre d'obstacles à franchir avant que la démocratisation de leur usage soit possible. La résilience aux cyberattaques, la capacité à traiter un grand nombre de transactions par seconde, sans renoncer à la décentralisation ou à la sécurité, point important, interopérabilité entre des protocoles qui ne serviront pas tous les mêmes usages, empreinte écologique, etc. Il faut que le citoyen parvienne à se projeter dans l'usage de ces technologies dont le fonctionnement reste relativement hermétique aux non-initiés. Pour cela, il faudrait que la blockchain disparaisse en quelque sorte sous une couche d'applications intuitives et faciles d'emploi. Comme toute technologie naissante, sur laquelle il existe peu de recul et des opportunités très lucratives, la blockchain suscite son lot d'acteurs malveillants et de projets frauduleux. Je pense que ce n'est pas dévoiler un secret que dire que, y compris dans le cadre de la loi Pacte, nous avons affaire à quelques forces contraires et conservatrices qui utilisent ces informations autour des lots malveillants, des projets frauduleux, qui pourraient qualifier dans une forme d'unique ensemble ce que recouvre la blockchain. Et ce n'est pas le cas, bien évidemment, et ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire ce matin.
Mais malgré tout, il faut au-delà de l'innovation technologique, et ce qui pose problème, c'est la qualité et la fiabilité des émetteurs et des plateformes. Il apparaît donc indispensable de développer un écosystème robuste, de projets sérieux et d'accompagner leur croissance grâce à un cadre de régulation ouvert, souple et respectueux de l'innovation. C'est le gage, ces deux éléments, de la confiance, sujet que vous aborderez tout à l'heure. Ce dernier point, c'est le choix qu'a fait notre pays et il faut s'y attarder un moment. La France offre désormais un cadre pionnier à la blockchain, appuyé par une stratégie nationale du gouvernement afin de permettre le développement et l'approfondissement de ces technologies dans tous les secteurs. Et elle inspire d'autres pays. J'étais en déplacement avec un certain nombre de collègues parlementaires lors de Computex à Taïwan. Nous avons eu l'occasion avec Laure de la Rodière de mettre en lumière les travaux qui avaient été les nôtres à l'occasion du forum Academia Blockchain de Taïwan. Et ils étaient très attentifs au sujet que nous avons porté. Alors la loi Pacte, le visa AMF crédibilise la CEO sérieuse, il permet de séparer le bon grain de l'ivraie, son optionnalité lui donne suffisamment de souplesse pour ne pas brider l'innovation, tout en permettant un tri quasi automatique sur la qualité des projets. Le visa offre un avantage commercial indéniable pour tout entrepreneur qui l'obtient et pourra ensuite se prévaloir à l'international de ce sceau d'approbation du régulateur. Fini la suspicion d'exit scam ou d'incapacité pour les développeurs à achever leur roadmap. Ça permettra d'attirer plus de capitaux étrangers au moment de la levée de fonds. Ensuite, nous créons un cadre de régulation global qui concerne tous les prestataires de services en actifs numériques. Sur le marché secondaire, pardon. Nous sommes un des premiers pays à disposer d'un tel cadre. C'est un avantage compétitif indéniable. Le cadre est souple, il est flexible, il tient compte des spécificités de chaque métier dans les définitions des règles applicables. Il comporte une couche obligatoire de règles pour les plateformes qui manipulent de la monnaie fiat ou offrent des services assimilables. Et nous prévoyons une couche additionnelle de règles dont le respect permet d'obtenir un agrément optionnel de l'AMF, là encore dans une logique de crédibilisation des acteurs sérieux, comme pour les ICO. L'AMF constitue un guichet unique pour toute l'application de la nouvelle réglementation. Il sera rassurant pour les entrepreneurs d'être accompagnés par un régulateur qui connaît très bien leur activité et a été moteur de la réflexion à ce sujet. Enfin, nous avons par ailleurs adopté une disposition qui devrait faciliter l'accès aux services bancaires pour tout acteur sérieux de l'écosystème. C'était très attendu. Nous avons aussi œuvré dans le cadre du projet de loi de finances l'an passé. Nous avons assujetti ainsi les plus-values sur les opérations en cryptoactifs à un taux d'imposition de 12,8%, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux. Bref, tout ça nous amène à une taxe forfaitaire totale de 30% qui est strictement comparable au taux de prélèvement forfaitaire unique. En outre, le régime fiscal tient compte, et je tiens à m'y arrêter quelques instants, de spécificités des cryptoactifs via plusieurs adaptations. 1. L'exonération des opérations de change entre cryptoactifs. 2. L'alignement du calcul des plus-values imposables sur celui appliqué dans le cadre d'un plan d'épargne en action. 3. La prise en compte des biens et services inchangés contre des cryptoactifs. Et enfin 4. L'imputation des moins-values en cryptoactifs sur des plus-values réalisées la même année. En définitive, il me semble que nous sommes arrivés à une solution plutôt équilibrée, qui aurait pu être davantage améliorée, vous aurez l'occasion là aussi d'y revenir, mais qui a au moins le mérite de rompre avec une situation antérieure, très instable et illisible. Et je veux saluer ici le travail qui a été fait avec les ministères, avec les parlementaires, avec l'ensemble de l'écosystème, qui a su, dans une forme de dialogue renforcé, permettre l'atterrissage de ces différentes avancées. Alors, vous allez devoir répondre à la question, la France est-elle en capacité de devenir un modèle de référence en matière de blockchain ? Vous l'aurez compris, ma réponse est plutôt oui. Et pour cela, nous devons développer un maximum de projets, accélérer le déploiement massif des blockchains. C'est le thème de la seconde table ronde de la matinée et aussi l'objectif de la feuille de route gouvernementale sur laquelle je ne reviendrai que brièvement. Prendre quelques exemples à travers elle. Donnons la possibilité à 3 filières industrielles de s'engager dès maintenant pour développer la blockchain dans leurs activités. Il s'agit de la construction, de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie énergétique. Utilisons tous les leviers financiers disponibles à hauteur de 4,5 milliards d'euros pour financer les innovations de rupture les prochaines années, notamment via le plan Deep Tech et le Fonds pour l'innovation de rupture. Mettons à disposition des entrepreneurs un guichet d'accompagnement juridique renforcé pour les projets blockchain. Vous l'aurez compris, l'édifice que nous entendons bâtir commence à prendre forme, mais nous n'y parviendrons pas sans la mobilisation de chacun. La politique ou bien la loi ne saurait tout régler et s'autosuffire, surtout dans le monde de l'innovation. C'est désormais à l'ensemble des acteurs, à vous tous, de vous saisir de cet environnement favorable, de faire converger vos efforts pour que nous gardions un temps d'avance dans ces technologies. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente matinée à toutes et tous.